Les gars, ça c'est Olus, je suis Stan Volk et bienvenue sur Hellenikos Cosmos et sur ce 8e épisode de l'histoire sur la Grèce moderne. Aujourd'hui, on va découvrir un moment clé de l'histoire grecque moderne, la grande catastrophe d'Asie mineure entre 1919 et 1922. Pour les Grecs, c'est un traumatisme national majeur, souvent comparé à la chute de Constantinople en 1453. C'est la fin de la guerre gréco-turque avec la défaite militaire, l'incendie de Smyrne et l'exode massif d'1,5 million de réfugiés. Du côté turc, on parle de leur guerre d'indépendance nationale. Pour bien comprendre, remettons-nous dans le contexte. En 1920, la Grèce sort de la Grande Guerre du côté des vainqueurs. Le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920, lui donne l'administration de la région de Smyrne pour 5 ans, avec un plébiscite possible après pour l'annexer définitivement, la majeure partie de la Thrace orientale jusqu'aux portes de Constantinople et les îles d'Imbros et Ténédos à l'entrée des Dardanelles. Pour beaucoup de Grecs, c'est le début de la réalisation de la grande idée, ce projet du 19e siècle qui visait à réunir tous les Grecs orthodoxes dans un même état, de la mer Noire à la mer Égée. Mais 2 ans plus tard, en septembre 1922, tout s'effondre. L'armée grecque est en pleine déroute, Smyrne est en flammes du 13 au 17 septembre, des centaines de milliers de civils fuient par la mer et la Turquie nationaliste l'emporte. Nous allons voir étape par étape comment on en arrive là, ce que ça implique pour les réfugiés et la société grecque et comment ça donne naissance au rebetiko, une musique dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Avant de plonger dans la guerre, il faut comprendre ce qu'était vraiment l'Asie mineure pour les Grecs. Ce n'est pas juste un souvenir antique. Depuis l'Antiquité, avec les cités ioniennes comme Éphèse, Milet ou Smyrne elle-même, les Grecs sont implantés sur ces côtes. Au début du XXe siècle, il y a encore près d'1 million de Grecs orthodoxes en Asie mineure, du pont Euxin, sur la mer Noire, jusqu'au littoral égéen. Mais la population est très mélangée. Turcs musulmans, arméniens, juifs séfarades, lévantins européens, kurdes, etc. On trouve même des cas compliqués, comme des Grecs qui parlent turc comme langue maternelle, ou des musulmans qui se sentent culturellement grecs. C'est une mosaïque ethno-religieuse organisée sous l'Empire ottoman autour des Millets, ces communautés religieuses autonomes. Économiquement, les Grecs, avec les Arméniens et les Juifs, sont souvent en première ligne de la modernisation. Ils dominent le commerce international, les ports, les banques, l'artisanat urbain. Smyrne ou Izmir en sont les parfaits exemples. Entre 1900 et 1920, c'est une ville de 350 000 à 400 000 habitants, environ 165 000 Grecs orthodoxes, 80 000 Turcs musulmans, 40 000 Arméniens, plusieurs milliers de Juifs et une bonne minorité d'Européens protégés par les capitulations ottomanes. C'est aussi le plus grand port d'exportation de Méditerranée pour les figues, raisins secs, coton et tabac de l'arrière-pays anatolien. Culturellement, c'est effervescent. C'est une douzaine de journaux, 8 sont en grec, il y a des écoles grecques, arméniennes, françaises, des théâtres, des cafés-concerts, des clubs sportifs. Beaucoup d'observateurs de l'époque disent que Smyrne est plus riche, plus cosmopolite et plus européenne qu'Athènes ou même Thessalonique à ce moment-là. Mais la tension monte dès la Grande Guerre. Les Ottomans, alliés des Allemands, lancent des persécutions contre les Grecs et Arméniens. Déportations massives, marche de la mort, massacres, notamment au pont, où on estime à 350 000 le nombre de morts grecs entre 1914 et 1923. Smyrne résiste comme dernier bastion hellénique prospère. C'est ce monde fragile que l'armée grecque va essayer de protéger en 1919. Le 15 mai 1919, environ 20 000 soldats grecs débarquent à Smyrne avec le mandat des puissances alliées, France, Royaume-Uni, États-Unis. L'objectif officiel, protéger les populations chrétiennes et maintenir l'ordre dans une région instable après la défaite ottomane. Mais dès les premières heures, ça tourne mal. Affrontements avec des civils et soldats turcs, exactions des deux côtés, pillages, morts, une spirale de vengeance qui commence tout de suite. Les Grecs avancent rapidement, ils occupent Édin en juin 1919, puis toute la côte égéenne, en poussant vers l'intérieur avec Ussak et Eskişehir en 1920-1921. À Ankara, Mustafa Kemal, le futur Atatürk, réagit vite. Dès le 19 mai 1919, il débarque à Samsun pour organiser la résistance. Il rompt avec le sultan d'Istanbul, qu'il trouve trop soumis aux Alliés, et crée un gouvernement parallèle à Ankara. Il lève alors des forces irrégulières, puis une armée régulière, et proclame le rejet total du traité de Sèvres.
Pour les nationalistes turcs, l'arrivée des Grecs n'est pas un mandat international, c'est une invasion pure et simple. En Grèce, la situation politique bascule. Les élections législatives du 14 novembre 1920 sont une défaite cuisante pour Venizelos. Les royalistes l'emportent et Constantin Ier remonte sur le trône le 5 décembre 1920. Pour les Alliés, c'est un problème. Ils se souviennent du roi comme pro-allemand pendant la Grande Guerre. Résultat, ils réduisent leur soutien à la Grèce, préférant négocier directement avec Kemal pour des raisons stratégiques comme le contrôle des zones pétrolifères en Irak et en Mésopotamie. La Grèce se retrouve isolée. Le point culminant militaire, c'est la bataille du Sakarya du 23 août au 13 septembre 1921. L'armée grecque, commandée par le général Anastasios Papoulas, rassemble environ 100 000 hommes, dont les divisions d'élite, comme le 5e et la 1re de Macédoine. L'objectif, avancer jusqu'au fleuve Sakarya, à l'est d'Ankara, pour briser le cœur de la résistance kémaliste et forcer une paix favorable. Mais le terrain est un cauchemar. Plateau aride, collines escarpées, lignes de ravitaillement étirées sur 500 km depuis la côte égéenne. Face à eux, Kemal et son général İsmet İnönü avec 100 000 Turcs bien retranchés qui connaissent le pays comme leur poche. Ça dure 22 jours d'enfer, attaque frontale grecque repoussée, contre-attaque turque, artillerie, combat au corps à corps. Bilan, 20 000 tués ou blessés côté grec, 25 000 côté turc. Les Grecs ne percent pas et doivent reculer. Le diplomate français Henri Franklin Bouillon parle alors d'une victoire stratégique turque. C'est le tournant, l'armée grecque passe en position défensive, épuisée loin de ses bases, tandis que les Turcs se préparent à contre-attaquer. L'année 1922 est celle de la rupture. Kemal lance sa grande offensive le 26 août à Afyonkarahisar. Sa 9e armée, sous Fevzi Çakmak, frappe fort et brise le centre du front grec. Le 30 août, à la bataille de Dumla-Pinar, c'est la déroute. L'armée grecque, commandée par le général Georgios Hatzanestis, s'effondre complètement, avec 25 000 prisonniers et un repli chaotique vers la mer Égée. Les unités grecques abandonnent armes et matériel, poursuivies par les Turcs. Derrière elles, des colonnes de civils grecs et arméniens fuient les villages. Massacres, incendies, déportations. Les violences qui couvaient depuis 1919 explosent. Smyrne devient le dernier refuge. La ville déjà surpeuplée voit sa population tripler avec l'arrivée des réfugiés. Le 9 septembre, les troupes turques entrent en ville. Dès le premier jour, des violences massives. L'archevêque Chrysostome est arrêté, livré à la foule par l'ordre du général Nurdin Pacha et lynché publiquement. Une scène qui marque durablement la mémoire grecque. Puis vient l'incendie. Du 13 au 17 septembre, un feu gigantesque ravage les quartiers grecs et arméniens, épargnant les quartiers turcs et juifs. Qui l'a déclenché ? Les historiens débattent encore. Les Grecs accusent les Turcs parlent d'un incendie accidentel ou d'une provocation grecque. Mais le résultat est clair. Une grande partie de la ville est détruite. Sur les quais du port, c'est l'apocalypse. Fumée étouffante, familles qui jettent leurs biens à la mer, enfants perdus, bousculades, noyades. Dans la rade, une flotte alliée de 20 navires environ, britanniques, français, italiens et américains, observe sans intervenir sur ordre officiel de neutralité pour ne pas s'impliquer. Des témoignages d'époque évoquent des marins repoussant violemment les réfugiés qui essaient d'escalader les coques, parfois en coupant des mains. D'autres parlent de capitaines qui désobéissent et sauvent des centaines de personnes en cachette. Le bilan à Smyrne est lourd, environ 100 000 morts. Cette image des quais bondés, des flammes et des bateaux lointains reste gravée dans la mémoire collective. L'exode n'est pas nouveau. Il a commencé dès 1914 avec les persécutions ottomanes pendant la Grande Guerre. Mais après 1922, il devient massif et organisé. Entre 1,2 et 1,5 million de Grecs orthodoxes, d'Asie mineure, du Pont-Euxin, de Thrace orientale et d'autres régions, affluent vers la Grèce continentale et les îles en quelques années. Pour un pays qui comptait environ 5 millions d'habitants, c'est un choc démographique colossal, une augmentation de 25% de la population presque du jour au lendemain. Les conditions d'arrivée sont dramatiques, camps surpeuplés au port du Pirée ou de Thessalonique, épidémie de typhus et de choléra, famine, 20 000 orphelins recensés rien qu'à Athènes. La Convention de Lausanne, signée le 30 janvier 1923, officialise et organise cet exode sous forme d'échange de population basé sur la religion, pas sur l'ethnicité. Résultat, 1,5 million de Grecs orthodoxes quittent la Turquie pour la Grèce. En sens inverse, environ 380 000 musulmans
quittent la Grèce pour la Turquie. Deux exceptions notables, les Grecs orthodoxes d'Istanbul et le patriarcat œcuménique peuvent rester. Les musulmans de Thrace occidentale, autour de Komotini et Xanthi, restent aussi. C'est l'origine de la minorité musulmane turque reconnue en Grèce aujourd'hui. La Grèce perd définitivement Smyrne, la Thrace orientale, Imbros et Ténédos. Cet échange est très asymétrique. Les Grecs abandonnent des maisons, des terres, des commerces accumulés sur des générations pour arriver les mains vides dans un pays qui manque cruellement de terres cultivables. La réforme agraire y est encore embryonnaire. L'impact sur la Grèce est profond. Entre 1922 et 1928, la population d'Athènes double, passant de 300 000 à 600 000 habitants. Thessalonique, le Pirée, Volos, Patras voient surgir des bidonvilles et des baraquements de fortune qui deviennent des quartiers permanents. Né à Smyrni pour les gens de Smyrne, né à Ionia pour l'Ionie, né à Philadelphia pour Philadelphie en Asie mineure, Néos Cosmos. Ces noms gardent la mémoire des lieux perdus. L'accueil n'est pas toujours chaleureux. Les Grecs anciens de la Grèce continentale voient souvent les réfugiés comme des concurrents pauvres sur le marché du travail, avec leurs accents anatoliens, leurs vêtements orientaux, leurs habitudes différentes. Il y a des tensions sociales, des préjugés, parfois de la violence verbale. Mais les réfugiés apportent aussi beaucoup, des savoir-faire d'artisans, de marins, de commerçants. Des réseaux pour les exportations, une cuisine anatolienne qu'ils s'implantent partout. Souvenez-vous des mésés, du baklava revisité. L'Immigration Act américain de 1924 bloque l'émigration traditionnelle vers les États-Unis, ce qui retient les réfugiés en Grèce et fait exploser le prolétariat urbain dans les usines et les docks. C'est dans ce contexte que le Parti communiste grec, le KKE, déjà fondé en 1918, se renforce officiellement en 1924 avec une forte présence parmi les réfugiés radicaux. Au recensement de 1928, on compte 1,22 million de réfugiés, soit 20% de la population grecque. La Grèce rurale d'avant-guerre devient une Grèce urbaine et industrielle, plus homogène religieusement et nationalement, mais ce processus est extrêmement violent et traumatique. C'est précisément dans ces nouveaux quartiers populaires, Pirée, né à Smyrni, Kokinia, que naît et se développe le rebetiko, souvent appelé le blues grec. Avant 1922, il y avait déjà des chansons urbaines, marginales, dans les ports grecs, liées à la drogue, à la prison, au bas-fond. Mais l'arrivée massive des réfugiés d'Asie mineure change tout. Ils apportent des musiciens, des compositeurs de Smyrne et d'Istanbul, avec leurs instruments, comme l'oud, le santouri, le politico-lauto et leurs modes orientaux. Les makams, avec leurs mélismes vocaux longs et plaintifs. Le rebetiko des années 1920-1930 est un cri du déracinement. Exil, perte de Smyrne, misère des bidonvilles, drogue pour oublier, amour impossible, prison surpeuplée. Prenez Rtipai et Kabanatis Arias Paraskevis de Rosa Eskenazi, c'est la nostalgie pure d'une église perdue en Orient. Ou Marcos Vambakaris, fils de réfugié du Pirée, qui chante la vie dure des faubourgs avec son bouzouki. Au début, c'est stigmatisé comme musique de voyous, de hashish, puis dans les années 1930, on le censure et le nettoie pour en faire un patrimoine national. Beaucoup de grands noms, Tundas, Eskenazi, Vamvakaris, sont liés directement aux réfugiés ou à leurs enfants. C'est la catastrophe qui fournit les musiciens, les thèmes, les lieux. J'ai fait une vidéo entière sur l'histoire du rebetiko, le lien en description pour les détails sur les instruments et les évolutions. Mais retenez que c'est la mémoire sonore de 1922 qui chante à travers ces airs. Politiquement, c'est le chaos total. Dès septembre 1922, un coup d'état militaire mené par des officiers vénizelistes comme Nikolaos Plastiras renverse le roi Constantin Ier, tenu pour responsable de la défaite. Son fils, Georges II, monte sur le trône, mais l'instabilité continue. Le procès des Six condamne à mort et exécute plusieurs responsables royalistes, accusés d'avoir mal géré la campagne d'Anatolie. En 10 ans, guerre balkanique, grande guerre gréco-turque, la Grèce a perdu près d'1 million de personnes, entre combats, massacres, famines et épidémies. Le traité de Lausanne enterre définitivement la grande idée. Plus de rêve d'empire hellénique en Asie mineure. Les grandes puissances choisissent Kemal pour des raisons stratégiques, pétrole, route maritime. À long terme, la mémoire reste vive. La littérature en parle, comme dans Terre éolienne d'Ouranis. Les familles transmettent les récits. Le rebetiko perpétue le son de l'exil. La Grèce moderne naît là. Plus urbaine, plus homogène, mais marquée
par une blessure profonde. Voilà pour ce 8e épisode de l'histoire de la Grèce moderne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucun épisode de cette grande fresque de l'histoire de la Grèce moderne. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire sur Tipeee. Le lien est en description. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. C'était Stan Volk. Sur ce, Nastekala.